tous, je me présente Abdelhalim Ala, élève en première ES au lycée français à Bahreïn, journaliste du programme 300 secondes et nous sommes aujourd'hui présents avec Amina Dib, élève en ES aussi. Bonjour Amina. Bonjour Anne. Alors tout d'abord, avant de parler du droit de vote des étrangers en France, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les critères pour pouvoir voter en France? Bien sûr, alors les critères pour pouvoir voter en France, ils sont basés sur 3 points. Le premier, il faut être majeur, c'est-à-dire avoir 18 ans. Le second, jouir de ses droits civiques et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir de condamnation. Et pour finir, avoir la nationalité française. Ah, donc tu veux dire que les étrangers sont donc exclus du droit de vote? Nuançons à là, puisqu'en France, les ressortissants membres d'un pays membre de l'Union européenne peuvent participer aux élections municipales et aux élections au Parlement européen. Par contre, les étrangers hors Union européenne, c'est impossible. Et que penses-tu de cette exclusion des étrangers hors l'Union européenne de la participation aux élections? Moi, je pense qu'un étranger provenant de l'Union européenne, un pays européen, devrait être égal à un étranger provenant d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, parce qu'il faut savoir qu'un étranger provenant d'un pays européen, c'est-à-dire Espagne, Roumanie, à partir de 5 ans de résidence en France, il peut voter tout en étant étranger. Or, un étranger provenant d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, comme j'ai cité, au bout de 20 ans, de 30 ans en France, il ne peut toujours pas voter. Et on suppose que le droit de vote est accordé. Selon toi, qu'est-ce que cela permettrait dans la société française? Tout d'abord, ça permettrait une meilleure intégration des étrangers qui sont souvent présents depuis longtemps sur le territoire français. Et de plus, il faut savoir que 55% des Français, selon des sondages qui datent des dernières élections présidentielles, ils sont favorables au droit de vote des étrangers en France. Donc en fait, ça montre que la société est prête. Et y a-t-il des oppositions au droit de vote des étrangers hors Union européenne? Oui, certains partis politiques comme le Rassemblement national, et pour argument, je cite, depuis la Révolution française, nationalité et droits civiques sont liés. Or, accorder le droit de vote aux étrangers serait un moyen détourné d'en faire des citoyens en leur octroyant un droit réservé jusqu'à présent aux nationaux, ce qui serait en contradiction totale avec l'esprit républicain. Alors, ce que je viens de citer, c'est un des arguments qu'on retrouve sur une pétition contre le droit de vote des étrangers sur le site rassemblementnational.fr. Et on a aussi le parti politique Les Républicains, qui a pour argument, je cite, ouvrir le droit de vote aux étrangers serait entrouvrir la voie de l'accès à la nationalité. En gros, ce qui revient au même. Et donc, pour conclure, selon toi, est-ce qu'on doit accorder le droit de vote aux étrangers? Selon moi, les étrangers, comme tous nationaux, ils payent des impôts, ils participent au dynamisme de la société en France. Donc en fait, ils ont des droits et des devoirs comme tout Français. Donc pourquoi eux, ils ne pourraient pas voter en France? Donc moi, je suis totalement pour le droit de vote des étrangers en France. Merci Amina, c'était le programme de 300 secondes et on se retrouve très vite avec d'autres sujets. Bienvenue dans l'émission, nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Je suis Volka, élève de première ES. Bonjour, je suis Abir, aussi élève de première ES, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'engagement, et plus particulièrement l'engagement des jeunes. Abir, peux-tu tout d'abord nous dire quelles sont les valeurs de l'engagement citoyen? Oui, tout à fait. L'engagement citoyen est fondé sur des valeurs fortes comme l'écoute, l'entraide, le partage et la solidarité. Mais que veut dire l'engagement citoyen pour toi? À mon avis, les deux fondements de cet engagement sont le respect des droits et des devoirs. C'est aussi le fait de s'investir solidairement pour la société et pour l'intérêt public. Et dans quel domaine les jeunes peuvent-ils s'engager? Les jeunes s'engagent principalement dans le domaine associatif et politique. Politique? Ah, parce que les jeunes peuvent s'engager dans le domaine politique étant mineurs? Il est vrai qu'il y a une désaffection des jeunes dans le domaine politique, car selon un sondage de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 85% des jeunes âgés de 13 à 17 ans ne s'intéressent peu, voire pas du tout à la politique. En est-il de même pour les élections? Ce qui est paradoxal est le fait que selon le même sondage, 72% des jeunes pensent que c'est utile de voter. Mais comment pouvons-nous
Mais comment pouvons-nous les encourager à s'intéresser à la vie politique? Je pense que le rôle des parents est très important, sachant que par rapport au même sondage, 78% des jeunes ne parlent jamais de politique en famille, ce qui entraîne une méconnaissance dans le domaine politique. Mais est-ce que c'est juste au sein de la famille qu'on peut intéresser les jeunes à la politique? La jeunesse a un besoin réel de l'éducation civique. Par ailleurs, les débats au sein de l'Assemblée nationale, le Sénat et les collectivités territoriales doivent être médiatisés dans une large mesure, et en particulier envers les jeunes. Y a-t-il des jeunes membres de partis politiques? Seulement 6% des jeunes adhèrent à un parti politique. Très bien. Tu évoquais aussi l'engagement dans le domaine associatif. Peux-tu nous dire un peu plus? Tout à fait. Il est plus facile pour les jeunes de s'engager dans le domaine associatif puisqu'ils peuvent être membres d'une association et contribuer au dynamisme de la vie associative. As-tu des exemples d'associations? Oui, comme par exemple les associations caritatives et sportives. Mais qu'est-ce qu'une association caritative? C'est une association qui a pour but de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Les associations caritatives en France sont nombreuses et leur générosité attire de nombreux bénévoles. Et qu'est-ce qu'un bénévole? C'est une personne qui apporte son aide volontaire sans être rémunérée. Peux-tu me donner des exemples d'associations caritatives? Oui, par exemple la Croix-Rouge, qui réunit des jeunes dès l'âge de 16 ans et réunit 40 000 bénévoles, dont 13 000 de moins de 20 ans, et ont pour mission de protéger et de porter assistance aux victimes. Il y a aussi les Restos du Cœur, qui réunit 71 000 bénévoles, dont de nombreux jeunes, pour assister les personnes démunies. Tu as aussi évoqué les associations sportives. Peux-tu nous en dire un peu plus? Le sport représente le premier secteur d'initiative dans le domaine associatif en France, avec 300 000 associations, 3,5 millions de bénévoles, dont la majorité sont des jeunes. Et que peuvent y faire les jeunes? Ils peuvent être soit adhérents, soit bénévoles. Ils encadrent les équipes ou sont arbitrés lors des rencontres. L'engagement des jeunes est donc multiple. Il varie en fonction de leur âge. Oui, mais il se dit d'être encouragé. Est-ce que toi, Abir, tu t'es déjà engagée? Oui, je me suis engagée dans une association caritative au Bahreïn qui s'appelle la Royal Charity Organization. Et qu'as-tu fait exactement? J'ai participé à des ateliers récréatifs envers des orphelins et nous les avons aussi accompagnés au cinéma. As-tu d'autres projets? Je souhaite participer à une action humanitaire dans un pays africain dans le domaine éducatif. Très belle initiative. Comme toi, tous les jeunes doivent s'engager. Merci. Vous qui nous regardez, engagez-vous. Bonjour, bienvenue dans l'émission Nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Je suis Jawahir Rey Et je suis Dana Janoun. et nous sommes de la classe de première ES. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet de l'abstention. Avec cette question, l'abstention aux urnes est-elle un danger pour la démocratie? Tout d'abord, qu'est-ce que l'abstention? L'abstention est le fait de ne pas participer aux élections. Est-ce un phénomène important en France dans les élections? Oui, lors des dernières élections présidentielles de 2017, le taux d'abstention au premier tour était de 22,23% et au deuxième tour, il était de 25,38%. Ceci représente 25 Français sur 100 qui n'ont pas participé aux élections de 2017. À ton avis, est-ce un chiffre important? Bien sûr que oui, c'est quand même le quart de la population française. Pourquoi peut-on dire que c'est un danger pour la démocratie? Eh bien, certains pensent que c'est un danger pour la démocratie, parce que la définition de la démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. Il détient la souveraineté. Donc quand le peuple cesse de voter, on pourrait dire que c'est un danger pour la démocratie, puisque elle n'existerait plus techniquement. Mais n'y a-t-il pas des personnes qui critiquent cette forte abstention? Quels sont leurs arguments? Ceux qui critiquent l'abstention disent que ceux qui ne votent pas vont devoir appliquer des lois faites par des représentants qu'ils n'ont pas élus. Ils laissent donc les autres choisir à leur place. Mais n'y a-t-il pas des personnes qui défendent cette forte abstention? Oui, certains pensent que c'est un acte citoyen tout comme le vote. Souvent, ils ne votent pas puisqu'ils ne se sentent pas représentés par les représentants. Face à l'abstention, il existe un débat sur le vote blanc. Qu'est-ce que le vote blanc? Le vote blanc est le fait de se représenter aux urnes mais de ne voter pour aucun des candidats. Et quel est le sujet de ce débat? La question est de savoir si on devrait prendre en compte le vote blanc ou non. Et quelles sont les positions? De nos jours, le vote blanc n'est pas reconnu.
Mais certains veulent qu'il soit comptabilisé. Ils pensent que ceci va favoriser le vote et qu'il y aura moins d'abstention. Certains disent que le fait de se présenter aux urnes montre quand même une implication aux élections. Le vote blanc permet d'exprimer le souhait de quelque chose de différent de ce qui est proposé par les candidats ou de manifester une déception. Certains peuvent trouver cela inutile. Oui, ils trouvent que ce vote ne change rien et que c'est une position morale, parce qu'ils n'ont pas fait un choix au final. Personnellement, je trouve que le vote blanc devrait être comptabilisé puisque certains voudraient participer aux élections et faire partie de la démocratie, mais ne se sentent représentés par aucun des candidats. Connais-tu des pays dans lesquels le vote est obligatoire et les abstentionnistes sont sanctionnés? Le vote est obligatoire en Égypte, en Turquie, en Australie, mais surtout en Belgique où le vote est obligatoire depuis 1893. Est-ce que tu penses que cette obligation devrait être généralisée? Personnellement, je trouve que ce serait un acte positif de généraliser l'obligation du vote, puisque si le vote blanc devient de même comptabilisé, ceux à qui les candidats ne leur conviennent pas pourront toujours voter blanc. Merci Dana. Bonjour, bienvenue dans l'émission Nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la citoyenneté européenne. Je suis Alessandro, élève de première ES. Bonjour, je suis Edgar, élève au lycée français à Malève de Bahreïn et de première ES, et j'essaierai de répondre avec l'aide de mon camarade Alessandro à cette problématique. La citoyenneté européenne est-elle un statut enviable Ou engagé inutile. Dans un premier temps, il nous faut présenter ce que c'est la citoyenneté européenne, ce que va faire Edgar. Tout à fait, celle-ci est liée à la signature par les pays européens du traité de Maastricht en 1992, qui offre un degré supplémentaire de citoyenneté qui s'ajoute à celle déjà acquise lorsque l'on est ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Et quelle est exactement la teneur de ce traité ? Eh bien, le 7 février 1992, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne signent un traité d'union économique, monétaire et politique à Maastricht, aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'article 8. Dans cet article, il est stipulé premièrement qu'un citoyen européen peut profiter d'une libre circulation dans le territoire européen. Oui, cela en effet est un très grand avantage. Par exemple, lors de mon voyage aux USA l'année passée, j'ai dû attendre bien 3 heures avant de pouvoir rentrer sur le territoire américain. Alors que lorsque j'ai dû aller à Nice l'été dernier, partant du nord de l'Italie, c'est seulement mon voyage qui a duré 3 heures. Ah ouais. Et l'attente pour rentrer sur le territoire français était complètement inexistante. Cela est donc aussi un avantage car à part circuler librement, tu as aussi le droit de t'établir dans un des pays de l'Union européenne librement. Donc on peut conclure que sur ce droit à la circulation est positif. Ah d'accord, mais est-ce que ce traité donne encore d'autres droits que celui que tu viens de me citer ? Le traité de Maastricht aussi donne le droit de vote aux élections municipales et à celles du Parlement européen à un ressortissant d'un pays membre qui réside dans un autre pays de l'Union européenne. En effet, j'ai entendu parler de ce droit pour les élections au Parlement européen. Mais selon les derniers sondages du site touteleurope.com, le taux de participation baisse de plus en plus à chaque élection. Comment pourrais-tu expliquer cela ? Malheureusement, les Européens ont de moins en moins confiance à l'Union européenne, ce qui explique un taux d'abstention très élevé. Existe-t-il encore un droit ? Bien sûr, mais je n'ai que 300 secondes pour te parler de l'Union européenne. Donc je vais te citer le plus important pour nous qui sommes expatriés, la protection consulaire. Et en quoi consiste la protection consulaire exactement ? Eh bien, imagine, si tu es espagnol, à Bahreïn, et tu as besoin d'une aide juridique. Normalement, ton ambassade devrait assurer cette aide. Oui, et alors ? Alors, comme il n'existe pas encore d'ambassade espagnole à Bahreïn, les pays européens, qui eux détiennent une ambassade, ont le devoir d'assurer cette protection consulaire pour les personnes de nationalité espagnole, puisqu'ils sont aussi citoyens européens. Très intéressant, mais ce traité date de 1992. Y a-t-il une autre loi votée plus récemment qui est en lien avec la citoyenneté européenne ? Bien sûr, prenons l'exemple de la sécurisation des données personnelles. Le 25 mai 2018, date de l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, toutes les entreprises opérant dans l'Union européenne, indépendamment de leur lieu d'établissement, devront suivre un ensemble de règles relatives à la protection des données. Ah d'accord, alors l'Union européenne continue d'améliorer la vie quotidienne de ses citoyens, ce qui peut renforcer la confiance en elle, et en démontrant qu'elle assure aussi la sécurité des citoyens européens. Oui, je le pense aussi, oui.
Merci, nous espérons de vous avoir démontré que la citoyenneté européenne est un statut enviable. Et pas un gadget inutile.